Polémique autour du respect du calendrier électoral publié par la CENI, organisation de l'enrôlement des électeurs. Pour en parler, le débat au féminin reçoit ce samedi après le journal de 13h et en rediffusion dimanche après le journal de 19h, Rose Touombéane, coordonnatrice de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance, organisation de la société civile active au Nord Kivu, et Antoinette Lokombe, femme politique de l'Union sacrée œuvrant à Kinshasa. Le débat au féminin, c'est chaque samedi après le journal de 13h et en rediffusion tous les dimanches après le journal de 19h. Fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM, chers internautes, bon après-midi ou bonsoir à tous selon l'heure à laquelle vous allez suivre ce nouveau numéro du débat au féminin. Le débat au féminin aujourd'hui qui parle du polémique autour du calendrier électoral publié depuis le 26 novembre 2002 par la Commission électorale nationale indépendante. Ce calendrier électoral suscite déjà plusieurs réactions. Pour les uns, il n'est pas réaliste. Pour d'autres, ce calendrier est réaliste. On va en parler dans cette émission, le débat au féminin, qui reçoit Rose Touombéane, coordonnatrice nationale de la dynamique de femmes pour la bonne gouvernance. Bonjour Madame Rose. Bonjour, merci. Et Madame Antoinette Lokomba, femme politique de l'Union sacrée. Bonjour Madame Rose. Le débat au féminin, vous le savez, c'est votre rendez-vous de tous les samedis après le journal de 13h et tous les dimanches après le journal de 19h. Une émission coordonnée par Miguel Mena, réalisée par Isabelle Moengo. Et du côté de la partie technique vidéo, nous trouvons Patrick Mungongo, Dani Zayobi. Mesdames, bienvenue sur ce plateau. Vous le savez, ce calendrier suscite beaucoup de polémiques depuis sa publication. Plusieurs réactions ont été enregistrées. Êtes-vous de celles qui pensent que ce calendrier est réaliste ou non, Madame Rose? Merci beaucoup de la question. Merci de l'invitation. Je salue tous les auditeurs et téléspectateurs de ce débat. Et j'ai combattu avec la population de l'Est et du Nord Kivu qui vit les atrocités chaque jour, je peux même dire à chaque heure. Quand nous avons suivi le calendrier publié le 26 novembre, nous avons pensé que c'était une bonne chose. Donc nous sommes parmi les gens qui espèrent que ce calendrier peut être réaliste. Et que si la volonté politique mêlée à la volonté de mobiliser les fonds existe, nous pouvons bel et bien voter le 20 décembre 2023. Dans la zone d'où je viens, c'est-à-dire l'Est, le Nord Kivu, les gens attendent les élections avec beaucoup de patience. Les gens espèrent qu'après les élections, ils peuvent avoir l'opportunité de s'exprimer sur les dirigeants à tous les niveaux, et surtout avec la spécificité de ce calendrier qui est global comparativement aux années passées, et qui va même permettre à la population de voter jusqu'aux autorités municipales. Donc même si les autorités des communes sur le plan exécutif seront votées par la voie indirecte, mais la population aurait déjà l'occasion de voter les conseillers communaux. Et donc les gens attendent ces élections, et je peux même dire que la jeunesse, les femmes, la population en général se prépare déjà. Si je suis aujourd'hui dans les studios de Top Congo, je n'ai pas 5 jours ici à Kinshasa, mais je viens fraîchement de cette zone où les gens ont commencé déjà la sensibilisation, la mobilisation autour de l'enrôlement. On reviendra sur la question de l'enrôlement un peu plus tard, mais on va prendre Madame Antoinette. Pensez-vous que ce calendrier est réaliste? Que dites-vous à ceux qui pensent que ce calendrier ne l'est pas, si vous ne partagez pas le même avis? Bon, pour moi, le calendrier est réaliste. Merci. Je salue d'abord nos téléspectateurs, ceux qui vont nous suivre sur YouTube ou soit par la radio. Et je salue cette population parce qu'on a beaucoup patienté pour attendre ce calendrier. Maintenant, là, je me dis gloire au Seigneur parce qu'on attendait et maintenant, le calendrier est à notre portée. Je félicite aussi l'actuelle équipe de la CENI qui a pu quand même mettre à
à mettre à notre disposition les calendriers électoraux. Et maintenant, je me dis, le calendrier est réaliste parce que c'est faisable. Ceux qui disent que c'est non réaliste, ce sont les gens qui ne sont pas prêts à aller aux élections. Parce que cette population a souffert. On se disait même qu'il y aura un glissement, on avait dit tant de choses tout autour de la non-absence, par rapport à l'absence de ces calendriers électoraux. On s'est dit la population doit se préparer pour voter les dirigeants à tous les niveaux et surtout les élections qui étaient comme une opportunité pour les femmes, les élections municipales. Moi, je me dis, parce que là, ça demande moins d'énergie parce qu'il y aura la campagne électorale qui ne coûtera pas par rapport aux autres élections que la femme n'arrive pas à faire face à ça parce qu'il y a trop d'exigences. Mais avec ces élections municipales, il y aura les femmes qui vont représenter la population au niveau de la base. Pour vous, ce calendrier vient mettre donc un terme à ce débat autour du glissement? Oui, je peux dire oui, ça vient mettre un terme parce que il y avait on prêtait des mauvaises intentions aux dirigeants, peut-être je peux dire au pouvoir, mais au moins la CENI, comme c'est une organe indépendante, a mis à notre disposition ces calendriers pour nous dire que la CENI a la volonté d'amener les peuples congolais aux élections pour faire les choix des dirigeants pour leur avenir. En 2016, on pensait aussi que les élections allaient avoir lieu dans le délai, mais il y a eu ce glissement qui nous a emmenés jusqu'en 2018. Est-ce que l'environnement politique aujourd'hui ne fait pas craindre, ne donne pas raison à ceux-là qui craignent qu'il y ait quand même glissement quand on voit que jusqu'à ce jour, le bureau de la CENI est contesté, on voit qu'il y en a qui continuent d'exiger un dialogue autour même de ce processus électoral, mesdames. Madame Rose, Madame Antoinette, vous allez répondre après. Bon, moi, je peux dire que même si on prenait un ange, on mettait à la tête de la CENI, il y aura toujours contestation. On a eu à contester depuis les débuts, depuis l'époque du fait Malou, il y avait l'Église catholique avait donné, mais on avait contesté qu'il n'était pas. On ne le connaît pas, il n'a pas mandat, il n'a pas qualité. Et c'est venu autour des pasteurs Ngoïmou Lunda, c'était la même chose. Aujourd'hui, nous voyons, il y avait Nanga. Et maintenant, là, il y a l'équipe Kadima qu'on a dit, il n'est pas entre guillemets. Mais nous, au moins, nous avons besoin des élections crédibles, apaisées. C'est ce que nous attendons. Donc, apaisons-nous. Veillons à ce que la CENI nous présente une bonne élection, même si ça sera toujours contesté. Même si on appelait les anges venir organiser les élections, il y aura toujours la même chose, madame. Madame Rose. Merci. Je crois à ce que vient de dire la sœur, en fait, l'analyste qui venait de prendre la parole. Madame Antoinette. Et depuis 2006, les élections au Congo ont toujours été contestées. Je crois que les politiciens congolais doivent arriver à comprendre que la CENI, c'est un organe indépendant qui n'a rien à voir avec se taper des postes. Parce que généralement, quand on voit des contestations en République démocratique du Congo, de cet organe, ce sont des contestations qui tournent autour de postes, donc le partage des postes. Alors que dans un pays en problème comme le nôtre, où il y a toujours des situations qui ne permettent pas d'aller aux élections dans un bon environnement, mais où nous pensons que les solutions doivent être trouvées par des personnes élues, c'est-à-dire les autorités légitimes, nous ne devons qu'encourager les élections, quel que soit l'environnement dans lequel nous allons voter. Les contestations sont déjà là, mais moi, ce que je peux proposer, c'est que les gens doivent apprendre déjà à faire le contrôle, le suivi rigoureux. Société civile, opposition, nous devons tous travailler pour qu'il n'y ait aucun magouille dans ce sens, parce qu'aussi, on a l'expérience avec les élections passées qu'il y a toujours eu des magouilles dans les élections en RDC. Est-ce qu'il faut-il qu'on arrive directement à refuser d'aller aux élections? Nous pensons que non. Nous qui sommes de la société civile, nous devons faire ce que nous appelons
le contrôle citoyen, ça peut se faire aussi pour le cycle électoral et c'est bien et c'est encourageant. Et l'opposition, au lieu de décourager les gens à aller aux élections, je crois qu'elle doit être plus vigilante et peaufiner dès aujourd'hui les stratégies pour suivre, pour évaluer, pour faire le contrôle du cycle électoral. Et environnement sur le plan, par exemple, sécuritaire économique et même le plan des infrastructures, ça ne sera pas facile qu'un jour nous puissions réunir toutes les conditions. De la zone d'où je viens enregistre beaucoup de problèmes qui ne favorisent pas un bon environnement pour les élections, mais nous avons toujours le courage d'aller aux élections dans l'espoir toujours qu'après les élections on peut trouver les autorités qui vont répondre ou améliorer cet environnement. Ici je parle par exemple de la situation sécuritaire où beaucoup d'entités sont gérées par les milices. Et avec l'expérience des années passées, la CENI a été obligée de collaborer avec ces groupes armés. Et comment ce sont les miliciens qui ont sécurisé les bureaux de vote parce que l'autorité de l'État n'est pas vraiment bien établie dans la province du Nord Kivu. Mais est-ce que vous souhaitez encore que pour ces élections fixées au 20 décembre 2023, que l'on revive la même chose, que ce soit les milices qui contrôlent encore les bureaux de vote? Est-ce que ça n'influence pas les électeurs dans le choix de leurs candidats? Ça influence bien sûr parce que dans beaucoup d'entités, lorsque nous avions fait les investigations après les élections, par exemple de 2018, il a été dit que la population était contrainte de voter pour tel ou tel autre candidat. Cela se passait précisément dans les territoires de Lubero où beaucoup de groupes armés locaux ont imposé des candidats. On ne souhaite pas ça. Mais aussi, on ne sait pas dire qu'on ne doit pas aller aux élections. La population de là a déjà souffert et a toujours placé son espoir dans les élections en pensant que ces élections constituent une grande opportunité pour elle de se chercher, de se voter les dirigeants qui peuvent arriver à changer leur situation. Donc, ils sont engagés. Madame Antoinette, pour vous, est-ce que la fragilité de la situation sécuritaire peut être un frein à la tenue de ces élections en date du 20 décembre 2023 comme prévu par ce calendrier? Merci Madame. Nous savons que les autorités de la République aussi cherchent des voies et moyens pour trouver la solution à la situation de l'Est. Parce que il y a aussi le Grand Bandundu qui s'est ajouté, oui, avec Kouamout et Bagata. Oui, nous connaissons et nous compatissons avec nos sœurs et frères de ces coins. Mais nous savons que les autorités de la République aussi sont là en train de chercher des voies et moyens pour trouver la solution parce que c'est la RDC. Tous ces coins font partie de notre République. Et l'autre fois, on était avec le président Kadima dans un atelier, il nous a dit les élections aura bel et lieu. Donc, on n'ira pas aussi aux élections sans ces partis-là. Donc, ça sera impossible de passer aux élections et nos frères dans des coins où la situation sécuritaire n'est pas bonne soient mis à côté. Donc, nous allons trouver la solution. Bientôt, là, il y a des négociations. Le chef de l'État, comme garant de la nation, il prend des dispositions et des mesures, des contacts. Ça finira, nous irons aux élections avec nos frères de tous ces coins. Vous avez quand même eu le temps d'analyser ce calendrier électoral. Quelles sont pour vous ses forces et ses faiblesses, Madame Rose? Merci beaucoup. Je l'avais déjà dit, la première force de ce calendrier, c'est qu'on a intégré dans ce calendrier les élections locales, municipales. Ce qui est une très bonne chose parce que si aujourd'hui nous comptons voir les changements dans ce pays, nous savons que le bon changement vient de la base jusqu'au sommet. Et insérer les élections municipales dans ce calendrier, cela témoigne quand même la volonté de voir les choses changer complètement. Parce que quand on a des dirigeants légitimes, c'est différent que quand on a des dirigeants nommés, parce que leur redevabilité tout se tourne directement vers la population, contrairement à ces nommés qui sont plus redevables à la personne et à l'autorité l'ayant nommé. Et ça, c'est vraiment une force de ce calendrier.
La deuxième force que j'ai trouvée en analysant, en exploitant ce calendrier, c'est qu'on a su détacher de façon logique les élections, les temps, la période, les différentes périodes des élections, d'abord qui se passeront de façon indirecte et celles qui se passeront de façon directe. En amenant les élections directes à décembre 2023, je crois que c'est réaliste et ça, c'est une force de cumuler et les élections présidentielles, législatives nationales, législatives provinciales et l'élection des conseillers communaux. C'est non seulement une force, mais c'est aussi une stratégie efficace et efficiente, d'autant plus que les moyens, on ne va pas gaspiller des moyens pour organiser les élections municipales, mais le même jour, à la même heure, à la même minute où l'électeur est dans le bureau de vote, il a la possibilité de voter 3 personnes, 4 personnes. L'électeur ne va pas se perdre face à cette multitude de candidats qui se présentent généralement. Je crois que c'est aussi là le travail de nous qui sommes de la société civile. Nous devons commencer dès maintenant la mobilisation, l'éducation électorale. Parce que quand nous disons l'éducation électorale, cela commence déjà dès la publication du calendrier. Ce n'est pas seulement l'éducation autour de comment voter, mais déjà nous devons préparer la population à mieux s'enrôler. Parce que quand la population s'est déjà enrôlée, elle sera éduquée ensuite pour aller voter. Je crois que ce n'est pas trop, mais c'est une stratégie efficiente surtout. Et ça, c'est la deuxième force. Et la deuxième force, cela se complète par le fait que moi, j'ai trouvé aussi du logique lorsque déjà à début de 2024, les électeurs, les grands électeurs que je peux appeler comme cela, c'est-à-dire les conseillers, d'abord les députés provinciaux auront le temps de voter et comme d'habitude les sénateurs, le gouverneur et vice-gouverneurs, pendant que aussi les conseillers communaux vont s'exercer pour la première fois à voter, la toute première fois à voter les bourgmestres et leurs adjoints, mais aussi à voter ce que nous pouvons appeler des sénateurs au niveau de la ville, ce que la loi appelle des conseillers urbains. C'est donc une force que moi j'ai trouvée dans le calendrier. Il n'y a aucune faiblesse pour vous? Les faiblesses sont là, bien sûr. Lorsque on a déjà séparé déjà les provinces et même des entités qui vont bénéficier de l'enrôlement en 3 lots ou à 3 zones, c'est une faiblesse parce que déjà pour la population de chez nous, qui c'est déjà... On précise que vous venez fraîchement du Nord Kivu. Merci beaucoup. La population du Nord Kivu, beaucoup plus celle de Butembo Beni, qui avait encore été écartée des élections présidentielles de 2018 parce que reportée à 2019 et sans élection, en fait la population n'avait pas voté le président dans ce coin. Et cette population commence, ayant un mauvais souvenir plutôt, commence déjà à penser encore à un écart lorsqu'elle voit c'est nous, pourquoi c'est nous qui allons enrôler vous êtes dans le groupe du 16 février au 17 mars. Voilà, ça moi je crois que c'est une faiblesse. Il fallait organiser l'enrôlement sur toute l'étendue du territoire national et pourquoi pas même dans la diaspora concernée le même jour, plutôt à la même période. Ça serait plus intéressant que de stigmatiser les uns, surtout celles qui ont la population qui a plutôt un mauvais souvenir, une mauvaise expérience, une douloureuse expérience, alors que cette population reste engagée et déterminée, quelle que soit la situation qu'elle vit, à pouvoir participer aussi à cet exercice démocratique pour contribuer aussi au changement. On va revenir à vous, Madame Antoinette. Quelles sont les forces et les faiblesses de ce calendrier électoral? Je peux dire les forces. Je commence d'abord avec les forces. Si je peux reculer par rapport, je sors un peu du calendrier électoral. Si nous rentrons à la cartographie, il y a une force qu'on ne peut pas oublier. La CENI a pu quand même réduire les distances des centres d'inscription. Et en plus, il y a eu amélioration ou augmentation aussi des nombres des centres. C'est une amélioration parce qu'on a dû bel et bien crier parce que les femmes, ça mettait des côtés des femmes parce qu'une distance de 10 km, de plus de 10 km pour une femme, c'était compliqué et les femmes étaient là
Mais on y passe toute une journée. On y passait toute une journée. On y passe toute une journée, mais cette fois-ci, au moins, avec les promesses de la nouvelle équipe, attendons voir ce qui sera. Et nous serons derrière pour suivre, parce que ces élections, nous, les femmes, nous voyons que c'est une opportunité pour nous. Parce que ce qui se sont passés, on a eu les faibles taux où la représentation des femmes était minime, mais nous voulons au moins cette fois-ci améliorer. D'où il faut commencer au niveau par rapport à cartographie, enrôlement, tout ça, ça joue pour voir comment la femme sera représentée. Et en plus, nous disons merci parce qu'on a intégré les élections municipales, comme venait de dire Madame Rose. Nous avons vraiment soif de ces élections. Parce qu'au niveau de la base, bon, j'ai dit la femme parce qu'on est femme. Bon, si on pouvait s'exprimer, que la population s'exprime, parce que tel que chez moi, là, il y a 18 quartiers, je sais que... C'est où précisément? Je suis dans la commune de Makala, ma circonscription électorale. Vous êtes déjà candidate? Oui, bien sûr. Nous préparons la base et la base connaît ces moments. À quel niveau? Je serai au niveau provincial et national. Donc, madame, et comme il y a aussi des innovations, parce qu'on n'a pas parlé des mesures d'application de la CENI qui est aussi favorable à la femme, parce que là, nous sommes encore pour les calendriers électoraux. Il y a aussi des mesures d'application qui est favorable à la femme, parce que là où il y a une circonscription à nombre impair, avec la CENI, avec ces mesures d'application, on les ramène, on fait plus 1 et on divise par 2. Donc, il y aura la représentation homme-femme à nombre égal et la liste ne payera pas. Il faudrait encore trouver ces femmes. Revenons à notre sujet, à notre question sur les forces et les faiblesses de ce calendrier. Les forces, moi, je me dis, la présence des élections au niveau local, moi, je me dis que c'est une force parce que la population attendait et des femmes aussi pour s'en approprier parce qu'on doit avoir beaucoup de bourgmestres femmes au lieu d'être toujours nommées parce qu'avec les nominations, on voit il n'y a pas vraiment la méritocratie parce que la population doit avoir à la tête des communes, à tous les niveaux, les gens qui eux-mêmes, ils ont en portant ces gens-là à la tête, par exemple, des communes ou soit au niveau du Parlement, il n'y aura pas assez de tensions parce qu'on espère que ce sont des vrais représentants et les gens là seront à l'écoute de leur population, de leurs bases respectives. Donc, je n'ai pas vraiment vu les faiblesses. Attendons voir les étapes que la CENI nous a présentées. C'est à partir de chaque étape que nous allons commencer à évaluer les forces et les faiblesses réellement. Madame Rose, en parlant des faiblesses, elle a relevé les 3 zones ou les 3 périodes de l'enrôlement. On a réparti en 3 groupes, si on peut dire ainsi. Pour vous, c'est une force aussi? Moi, je me dis c'est une force parce qu'il y aura aussi le temps de suivre par zone. Comment ça s'est déroulé à la zone A? Est-ce qu'il y a eu assez d'enrôlés? Parce que là, maintenant, les gens qui sont à la zone B ou à la zone C chercheront à prendre des dispositions par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres zones précédentes. Il n'y a pas beaucoup de jours d'écart quand même. Hein, si on regarde entre la fin dans la première zone, la fin est prévue au 23 janvier et le début pour la deuxième zone, c'est le 25 janvier. C'est juste 2 jours. Et ils seront rejoints par ceux de la 3e zone qui démarre le 16 février 2023, alors que ceux de la 2e zone vont terminer le 23 février 2023. Ça ne sera pas difficile à gérer? Madame Mamie, moi je me dis si on continue ou soit à épingler des faiblesses ou de quoi, essayons d'abord de travailler avec ce que la CENI nous a présenté, parce que même si on criait jour et nuit, la CENI nous a présenté l'enrôlement par zone. Entrons dans les jeux. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et pour la force, je peux ajouter, il y a la présence aussi des pays, les pays de l'étranger, parce que c'est une première que nous allons associer aussi nos frères, oui, la diaspora. C'est aussi parmi les forces. Parce que nous avons déjà les pieds dans l'enrôlement des électeurs. L'opération va du 24 décembre au 17 mars 2023 en 3 zones, comme nous venions de les dire. Est-ce que la population est suffisamment préparée à ces enrôlements? Le 24 décembre, c'est la veille de Noël. Le 25 décembre, ce sera déjà... Est-ce que vraiment c'est
c'est bien choisi que de mettre cet enrôlement pendant une période festive. Ne craignez-vous pas une faible participation des personnes en ces dates du 24, 25 et autour du 31, le 1er janvier? Ne craignez-vous pas qu'il y ait des petits soucis, Madame Antoinette, et vous serez complétée par Madame Rose? Bon, nous disons, la population attendait ces moments. Et cette population est déterminée. Nous, avec le travail que nous faisons sur terrain, on a pris des dispositions en disant à la population, ne donnez pas de prétextes. Même pendant les festivités, faites-vous enrôler. Soyez dispo pour cet enrôlement. Parce que de fait, on a beau, les élections, cette occasion n'est pas donnée chaque année, mais les festivités, au moins, chaque année, on est là en train de fêter. Mais on garde déjà cette image des enrôlements où c'est toute une journée passée dans un centre. On arrive à 5 heures, il y en avait même qui arrivaient là à 4 heures pour rien qu'avoir le jeton. C'est tout un problème. Vous allez également, peut-être après, formuler des recommandations à la CENI par rapport à l'organisation même au niveau des centres. Il y a eu le monnayage même de ces jetons. Terminons la sensibilisation, on va aller peut-être sur le terrain des recommandations. Oui, nous sommes sur le terrain pour sensibiliser. Ça fait, je peux dire, presque toute cette année, parce qu'on se disait, il faut commencer d'abord à conscientiser cette population. Parce que la population, parfois, quand il y a un enrôlement, par exemple, nous, là, à Makala, les jeunes sont là debout, ils ne s'intéressent même pas à la question de l'enrôlement. Alors que c'est leur avenir. S'ils veulent changer les donnes dans ces pays. Vous êtes quand même dans une commune à problème. Oui, je suis dans la commune à problème, mais nous sommes habitués parce qu'on vit là. Nous sommes avec eux, nous nous réveillons, nous dormons, nous faisons tout, nous passons nos journées avec cette population. On n'est pas comme on dit là, les ndeke. Nous sommes des Soso Amboka. Donc, on dit à cette population, quand vous prenez à la légère cette période des élections, parce que les processus électoraux commencent au niveau de l'enrôlement. Quand nous négligeons cette étape de l'enrôlement, le reste là sera boycotté. Et surtout, nous qui avons une circonscription d'un seul siège où il y avait 2 sièges, en 2006, mais aujourd'hui, on se retrouve avec un seul siège. Mais quand vous voyez la population qui vit dans la commune de Makala, vous vous dites pourquoi cette injustice. Mais nous, on s'est dit, nous allons sensibiliser et cette population va s'enrôler massivement. En fait, si c'est un partage politique, on le saura parce que nous allons faire un tableau comparatif, l'enrôlement, le nombre d'enrôlés de la fois passée et l'actuel résultat où on peut dire les nombres, nous allons voir et comparer à d'autres communes qui ont des sièges, nous allons comparer les nombres des enrôlés. Donc, il faut que c'est nous et les politiques et la société civile, nous devons se mettre ensemble pour cette période d'enrôlement. Là, il n'y a pas de couleur politique, il n'y a pas de tendance. Faisons enrôler massivement nos bases, notre population, parce que leur avenir en dépend. Madame Rose. En répondant à la question, je crois que cette période ne cause pas de soucis. Pour nous qui vivons les sécurités chaque jour, on ne connaît plus même des journées festives. Sauf que la Noël est respectée parce qu'il s'agit pour nous chrétiens de nous rappeler de la naissance de Jésus-Christ, le Sauveur. Mais cela n'a pas de soucis pour ce qui est de se rendre dans des bureaux d'enrôlement, étant donné que dans cette zone, et les gens vont s'enrôler pour plusieurs raisons, non seulement pour des raisons électorales, mais aussi et surtout pour des raisons sécuritaires. Vous savez, dans cette partie, si on n'a pas de carte d'électeur, la carte d'identité, qui est même la carte d'électeur, on a des problèmes de se promener, de circuler. On n'a pas vraiment la liberté de circuler. Et donc, beaucoup attendent, la plupart de la population attend l'enrôlement pour se taper de nouvelles cartes d'électeurs pour ceux et ceux-là qui les ont déjà perdus. Vous venez de relever quelque chose d'important, la sécurité, avoir la carte pour sécurité. Vous êtes dans une zone où on parle de beaucoup d'incursions, beaucoup d'intrusions
des populations étrangères. Dans vos sensibilisations, qu'est-ce que vous faites pour, par exemple, emmener la population à dénoncer ou barrer la route aux étrangers qui pourront se présenter au niveau des centres pour obtenir les cartes d'électeurs? La population de notre zone est trop vigilante et elle a toujours barré la route aux infiltrés et aux personnes, aux étrangers de pouvoir s'enrôler chez nous, sauf que c'est la CENI qui n'a toujours pas cette capacité de gérer ce matériel, et parce que même après les élections de 2018, on a eu des informations selon lesquelles et qui sont vraiment avérées que certaines personnes ou certains agents de la CENI étaient en train d'enrôler les étrangers avec des machines, c'est-à-dire la logistique. Moyennant l'argent. Moyennant l'argent. La logistique de la CENI doit prendre soin des matériels électoraux, même après les élections. Quant à la population, elle est toujours vigilante parce qu'elle vit beaucoup des conséquences de cette infiltration de ces personnes étrangères qui ont infiltré la zone pour beaucoup de raisons. Sinon, cette recommandation, je l'adresse à la CENI d'être toujours, de ne pas délaisser la sécurité ou la protection des matériels même après les élections, parce que le prochain cycle électoral commence le jour où on a voté les élections. Donc, nous devons toujours demander à la CENI de nous aider et de protéger ces matériels. Alors, la deuxième chose, c'est que ça a été soulevé par Antoinette. Et le Nord Kivu, c'est la deuxième région, je crois, en termes de nombre de députés, de sièges. Et beaucoup plus, le territoire de Lubero, c'est le premier territoire parce que ce territoire a 9 députés. Et même le territoire de Beni qui a aussi 8 députés, 8 sièges donc à l'Assemblée nationale. Donc nous pensons que la population qui vit les affres de la guerre doit savoir, et même la population vivant d'autres zones, et nous pouvons profiter de ce micro de Top Congo pour lui dire que c'est important de s'enrôler parce que le nombre de personnes, le nombre de sièges dépend des nombres de personnes qui se sont fait enrôler. Mais la spécificité de votre zone, c'est que vous avez plusieurs populations déplacées qui vivent dans des familles d'accueil, d'autres qui se sont réfugiées en dehors de la République démocratique du Congo. Comment vous procédez dans la sensibilisation, parce que ces personnes sont hors territoire et d'autres sont en dehors de leur milieu naturel de vie? Comment vous procédez? D'abord, il faut dire que trop peu de gens se sont déplacés en dehors du territoire national, sauf la population de Bunagana, qui avait plus de proximité avec l'Ouganda. Et quand les M23 entrent, la population s'est échappée et traversé la frontière jusqu'à l'Ouganda. Quant au reste des déplacés, ils sont vraiment internes. Les uns sont dans des sites, les uns sont dans des camps, surtout du côté du sud. Et du côté nord, Butembo, Beni, les gens sont beaucoup plus dans des familles d'accueil parce que là, en fait, on n'a pas la culture de se rendre dans des sites, on aime toujours s'autonomiser. Et qu'est-ce que nous faisons? Effectivement, il y a des soucis. Le territoire de Beni risque de subir les conséquences de ces déplacements, parce que Butembo est plus la ville qui reçoit les déplacés de Beni. On risque d'avoir plus d'enrôlés à Butembo qu'à Beni. Vraiment. Et maintenant, là, on a commencé les plaidoyers dans le sens de demander à la CENI si c'est possible d'organiser, d'enrôler les déplacés selon leur milieu d'origine et qu'il y ait des centres spécifiques pour les déplacés. Par exemple, je prends l'exemple de Butembo où on peut prendre une école, par exemple celle de Sakasaka qui est à côté de la cathédrale, pour dire tous les déplacés venant du territoire de Beni peuvent s'enrôler ici et ils s'enrôlent comme des citoyens du territoire. Ils s'enrôlent comme s'ils étaient en train de se faire enrôler à Beni. Voilà, c'est ça le plaidoyer qui sont en train de se mener et de s'organiser
organisées au niveau de la société civile. C'est cela dans le but de laisser aussi la population bénéficier de cette liberté de vote et aussi travailler pour l'avantage de leur territoire, pour que ces territoires ne puissent pas voir le nombre de sièges diminuer à cause de l'insécurité. Le même cas se trouve c'est via un territoire à Goma avec la guerre à Rutshuru et à Nyiragongo. Donc Goma reçoit beaucoup de populations qui viennent de Rutshuru et de Nyiragongo. C'est aussi possible, surtout là qu'il y a quand même des sites de déplacés comparativement à Butembo où les gens sont dans des familles d'accueil. Et là, ils peuvent organiser facilement les élections dans des sites de déplacés, mais en étant beaucoup plus vigilants. Parce que c'est là même la porte des personnes qui infiltrent, qui entrent, les étrangers qui entrent dans notre pays pour déstabiliser le pays. Parce que si on faisait cela, je vous informe même que dans des sites, il y a aussi des infiltrés, des étrangers qui entrent et qui s'enregistrent comme des déplacés. Et alors qu'ils sont des étrangers. Comment vous sensibilisez la population pour dénicher et dénoncer toutes ces personnes quand on sait que l'enrôlement chez vous va commencer le 16 février? Vous avez quand même beaucoup plus de temps pour sensibiliser. Oui, on les fait et on arrive parfois à détecter ces personnes et on travaille avec les agents de l'ordre et on arrive à les dénicher et les mettre à la disposition des services de sécurité. Madame Antoinette, vous êtes dans la commune de Makala où on rencontre beaucoup de cas d'insécurité, le banditisme urbain y est fréquent et vos jeunes à vous, comment vous les sensibilisez, vos électeurs, comment vous les sensibilisez par rapport à ces élections, à cet enrôlement? Pour les enrôlements, nous sensibilisons la commune de Makala. On leur dit de prendre leur avenir à main. Parce qu'on a eu à voir, même les Koulounala sont abordables. On prend du temps à parler avec eux. Ça ne sera pas un blocage pour aller se faire enrôler? Non, ça ne sera pas un blocage parce que nous sensibilisons les Koulouna en question, entre guillemets. Moi, je n'aime pas ces noms parce qu'ils ont leurs raisons multiples, ils se font maintenant du banditisme, en les encadrant à travers mon ONG, parce que j'ai une ONG, Femmes Unies pour le développement de Makala, FIDEMAC en sigle. On fait l'entrepreneuriat et la profession, je peux dire la formation professionnelle. Ils viennent, ils vous disent, madame, je serai un jour vieux, je ne continuerai pas à prendre la machette parce que quand je ménage des enfants, les enfants vont m'appeler. Donc, le banditisme, là, c'est pendant une période, on peut dire pendant une période de la jeunesse. Mais l'enrôlement commence le 24 décembre. Vous êtes dans une zone à forte insécurité. Est-ce que vous êtes en train de sensibiliser quand même ces jeunes-là pour ne pas s'attaquer au matériel que la CENI va emmener, pour ne pas s'attaquer aux personnes qui viendront pour se faire enrôler, parce que Makala, ça fait quand même partie des zones rouges de la capitale. Oui, comme on les appelle, la zone rouge. Mais nous sensibilisons. Nous avons commencé déjà depuis longtemps notre tournée dans les 18 quartiers qui composent la commune de Makala. En faisant cette tournée, on n'a pas eu d'incident. Et nous avons parlé avec cette population et nous avons eu un cahier des charges. Selon leurs raisons, ils ont donné leurs raisons. S'ils veulent que ça se passe en bonté, voilà ce que nous demandons à la CENI. Ils ont formulé, ils ont posé des... Et quelles sont les conditions qu'ils ont posées à la CENI? Par exemple, ils ont dit, les agents de la CENI, dès qu'ils arrivent, ils doivent respecter l'ordre, par exemple, d'arrivée. Et ils ne doivent pas privilégier un camp quelconque. Quel camp? Il y a des camps, madame. Il y a des gens qui transportent peut-être les gens venant d'une autre commune. Ils envoient leurs agents, leurs gens de leurs obédiences dans des centres d'inscription. Ça se passe comme ça. Et les gens privilégiés pour l'enrôlement, dans un premier lieu, ça sera les gens-là qui viennent des camps Luka, de la Tchangou, ainsi de suite. Donc, il faut que cette population soit vigilante. Ils vont surveiller les agents de la CENI à ne pas les faire. Parce qu'ils ont dit, si ils suivent seulement l'ordre d'arrivée, et qu'on soit, il n'y a pas de tricage, il n'y a pas de monnayage, là, ils sont d'accord. Parce qu'ils sont vigilants, ils savent qu'ils veulent changer la nouvelle classe politique. Parce que depuis 2006, les dirigeants qui étaient dans la commune de Makala, soi-disant élus,
Parce que moi-même, je suis un exemple. Quand je vais à l'Assemblée provinciale par rapport à mes fonctions, vous arrivez, quand il y a un gouverneur qui arrive, il présente le budget. Je me dis, il y a les députés, les représentants des communes qui exposent des problèmes par rapport à leur circonscription. Pour moi, élu de telle commune, voilà les préoccupations. Mais nous, à la commune de Makala, vous verrez, l'élu de Makala absent, il n'est pas là. Et la voix de la population ne se fait pas attendre. Alors revenons d'abord aux conditions posées par les communes. C'est ça, c'est ce que les Koulouna ont dit. Les agents de la CENI doivent suivre l'ordre d'arrivée, qu'il n'y ait pas de mouvement, parce qu'eux, ils seront là. Ne pas privilégier les camps quelconques, parce qu'il y a des candidats qui sont peut-être des poids lourds, entre guillemets, des gros poissons, qui peuvent ramener les gens venant dans d'autres communes ou dans notre quartier pour venir se faire enrôler. Donc, ça sera eux les privilégiés, comme d'habitude en 2006 et puis 2011 qu'on soit. Et 2018. Alors, en guise de conclusion, madame, quelles sont les recommandations que vous faites à la CENI pour que ces opérations d'enrôlement se passent dans le calme, non seulement à Makala, mais ici dans la ville de Kinshasa, parce qu'on connaît déjà les problèmes qu'on rencontre généralement, monnayage, des gens qui quittent une commune pour aller dans l'autre parce qu'ils savent que là-bas, il n'y a pas suffisamment de personnes. Bon, ici, nous recommandons à la CENI de prodiguer des conseils et de mettre des mesures d'encadrement pour leurs agents, que les agents soient d'abord disciplinés. Et ils sont là juste à la service de la nation. Et aussi, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Congolais. Ils doivent prendre conscience parce que quand ils font ça, ils ne rendent pas la vie facile à la RDC pour que la population s'enrôle massivement, sans préalable et sans condition, sans donner des raisons. Moi, je suis allé là-bas, voilà ce que je vis, je n'irai plus. Et nous encourageons la population de s'enrôler. Pourquoi? Parce que l'ONIP aussi sera là. En s'enrôlant, il y aura aussi une fiche de l'ONIP. Parce qu'à la longue, ça va nous servir aussi pour l'obtention des cartes d'identité que nous avons fait beaucoup d'années. Et nous, peut-être nous autres, là, on n'a même pas trouvé ça. Mais cette fois-ci, on aura des cartes d'identité à travers aussi cette opération d'enrôlement. Madame Rose, vous venez fraîchement de Butembo. Quelles sont les recommandations par rapport à vos réalités que vous formulez à l'endroit de la CENI pour la réussite de l'opération d'enrôlement des électeurs dans cette partie de la RDC? Merci beaucoup, tout en rappelant que la population attend avec patience et avec impatience les déroulements des élections ou le respect et la mise en application du calendrier. Et la population a reçu une information concernant les contraintes formulées par la CENI, c'est-à-dire des éléments qui peuvent empêcher la CENI à ne pas exécuter ou réaliser ce calendrier. C'est pourquoi je recommande à la CENI, premièrement, de ne seulement pas rendre public ces contraintes, mais surtout de constituer une équipe chargée de suivi. Il ne suffit pas de présenter ces contraintes au chef de l'État, mais encore faut-il que la CENI puisse faire le suivi afin que les élections se déroulent. Donc la première recommandation, la population veut que les élections se déroulent dans le respect de ce calendrier électoral. Deuxième recommandation, la population attend que la CENI réponde à tous les plaidoyers qui sont en train d'être formulés, notamment de mettre les déplacés dans leurs droits et dans leur liberté de vote, afin de ne pas les obliger de voter dans des villes qui ne sont pas leur circonscription, et pour qu'elles se sentent à l'aise et aussi qu'elles se sentent aussi citoyennes plutôt de ce pays. La population entend de la CENI l'ordre. L'ordre est éviter de politiser les services de la CENI. Nous avons appris qu'au niveau de la CENI, souvent il y a des quotas. Et c'est ce que ne veut pas la population. La population pense que la CENI devrait devenir trop professionnelle et indépendante dans ses services. Et la population pense que c'est le bon moment, lorsque la CENI va former ses agents, d'introduire le module sur l'éducation civique
de ces agents de la CENI pour que, comme Antoinette venait de le dire, que ces agents ne puissent pas rendre service pour chercher l'argent ou comme employés, mais beaucoup plus comme citoyens qui veulent contribuer au changement pour permettre à la population de s'exprimer sur qui peut conduire la nation dans telle institution. Donc, c'est tout ce qu'on attend de la CENI. Et maintenant, comme j'ai dit là, la CENI doit prendre soin de sa logistique. C'est vraiment important avant, pendant et après les élections. Merci, mesdames Antoinette Lokomba et Rose Toumbiane, d'avoir accepté de répondre à l'invitation du débat au féminin. Avec vous, on a parlé de toute cette polémique autour du calendrier électoral, mais également de l'organisation de l'enrôlement avant la tenue des élections. Merci à vous d'avoir été présente avec nous dans ce studio. Merci à Isabelle Mwengo qui a réalisé cette émission, Miguel Mena qui l'a coordonné, Patrick Mungongo Danisayobi qui était du côté de la technique vidéo. Merci à Miguel Mena, John Condé qui ont assuré la prise de son. N'oubliez pas, le rendez-vous c'est tout le samedi après le journal de 13h, dimanche après le journal de 19h. Le débat au féminin, c'est fini pour aujourd'hui. On se fixe rendez-vous pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, au revoir. Merci. Polémique autour du respect du calendrier électoral publié par la CENI, organisation de l'enrôlement des électeurs. Pour en parler, le débat au féminin reçoit ce samedi après le journal de 13h et en rediffusion dimanche après le journal de 19h, Rose Touombeane, coordonnatrice de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance, organisation de la société civile active au Nord Kivu, et Antoinette Lokombe, femme politique de l'Union sacrée œuvrant à Kinshasa. Le débat au féminin, c'est chaque samedi après le journal de 13h et en rediffusion tous les dimanches après le journal de 19h.